Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un cours intensif en conception de bases de données. Voici les éléments qui seront étudiés dans cette vidéo. Alors, commençons par le premier élément, qu'est-ce qu'une base de données? Alors, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est un ensemble de données qui sont structurées, organisées et stockées dans un support de stockage. Donc, une base de données est constituée d'un ensemble de tables. La table est structurée en lignes et en colonnes. Les lignes sont les enregistrements et les colonnes, ce qu'on appelle les champs ou les attributs. Alors, le but d'organiser les données est que lorsque nous voulons extraire certaines données, le système doit nous les fournir de façon rapide et sans erreur. Par exemple, dans une société commerciale, nous voulons lister les produits, c'est-à-dire leur nom et leur prix, les plus vendus durant le dernier trimestre. Donc, le système doit extraire ces informations de façon facile et rapide. Alors, passons maintenant à un deuxième point qui est pourquoi modéliser une base de données. Alors, cette base de données ou bien créer une base de données est une tâche difficile et peut être considérée comme complexe. Ainsi, la meilleure manière d'étudier un système complexe est de lui donner une présentation graphique afin de faciliter son étude. Et comme la création d'une base de données est un processus complexe, il vaut mieux passer par la modélisation. Alors, c'est quoi la modélisation? C'est la représentation graphique du système à étudier ou bien du système complexe. Donc, Meurize est une méthode qui nous aide à modéliser une base de données. D'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons utiliser le modèle conceptuel des données de la méthode de Meurize. Vous pouvez aussi utiliser le modèle de données en UML, donc il s'appelle aussi diagramme de classe. Alors, vous pouvez revenir à mes vidéos pour savoir modéliser une base de données en utilisant UML. Alors, vous trouvez le lien dans la partie description. Alors, qu'est-ce qu'un modèle conceptuel des données? Donc, un modèle conceptuel des données, ce qu'on dit généralement en abréviation MCD, donc est une représentation qu'on voyait sur le schéma, c'est une représentation graphique donc des informations du cas à étudier. Donc voici donc un exemple, donc une figure d'un exemple du MCD. Alors, dans le MCD, c'est-à-dire le modèle conceptuel des données, nous utilisons des concepts. Alors, les concepts qui sont utilisés, il s'agit de ce qu'on appelle la propriété. Il y a identifiant, entité, relation association, occurrence et cardinalité. Alors, nous allons définir le premier concept qui est propriété. Alors, qu'est-ce qu'une propriété? Donc, prenons un exemple. Donc, vous êtes amené à élaborer le modèle conceptuel des données d'un lycée, par exemple. Et comme nous avons dit que le modèle conceptuel des données est une représentation graphique des informations du cas à étudier. Donc, nous vous demandons, par exemple, d'élaborer le modèle conceptuel des données d'un lycée à partir des informations suivantes. Donc, vous voyez ici certaines informations. On trouve le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant, l'adresse, le nom de l'élève, le prénom de l'élève, le nom de la matière, le coefficient de la matière, le groupe ou bien la classe, etc. Alors ici, le nom de l'enseignant, le prénom donc de l'enseignant, l'adresse. Donc chacune de ces informations constitue ce qu'on appelle une propriété. Alors, qu'est-ce qu'une entité? Donc, la liste des propriétés suivantes est ce que nous avons vu dans la partie précédente, le nom de l'enseignant, le prénom, adresse enseignant, car ces informations caractérisent un enseignant. Donc, même chose pour les propriétés suivantes, le nom de l'élève, le prénom de l'élève. Donc, ces informations caractérisent un élève. Donc, les propriétés nom de la matière et coefficient de la matière caractérisent la matière. Alors, ainsi, on dit que l'enseignant, l'élève et la matière sont appelés entités. Alors,
qu'est-ce qu'une entité? Une entité est caractérisée par ses propriétés. Une entité est un objet donc qui existe dans le système. Donc soit il existe physiquement, donc exemple je dis enseignant, élève, soit il est abstrait, je dis matière. Alors une entité est modélisée donc comme suit, donc on voyait, donc sous forme d'un rectangle, et on trouve en haut le nom de l'entité et en bas on trouve la liste des propriétés. Alors passons maintenant à un autre concept qui est l'identifiant. Alors qu'est-ce qu'un identifiant? Alors prenons la liste des propriétés suivantes. Alors on a le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant et l'adresse de l'enseignant. Alors ces propriétés caractérisent un enseignant et nous avons besoin d'une autre propriété pour distinguer les enseignants. Donc la propriété non enseignant ne peut pas faire la distinction entre enseignants. Deux enseignants peuvent avoir le même nom. Donc ainsi, nous allons ajouter une nouvelle propriété qui sera appelée numéro enseignant, tel que chaque enseignant doit avoir un seul numéro. Alors cette nouvelle information qui est le numéro enseignant est l'identifiant. Donc on peut dire que l'identifiant est une propriété qui permet de distinguer de façon unique donc le détail d'une entité. Alors normalement, chaque entité doit avoir un identifiant. Alors, donc jusqu'à maintenant, nous avons vu l'entité. Une entité doit avoir un nom et chaque entité a ses propres propriétés. Et dans l'entité, on doit trouver l'identifiant. Alors, passons maintenant à un autre concept qui est la relation. Qu'est-ce qu'une relation? Alors, soit la phrase suivante, donc un enseignant, plutôt je vais dire l'enseignant Ali enseigne la matière arabe. Alors, dans cette phrase, nous dégageons deux entités. Alors, il s'agit de enseignant et matière. Et le verbe enseigner, donc, va identifier dans ce cas-là la relation entre les deux entités, enseignant et matière. Et pour représenter graphiquement cette phrase, donc on a l'entité enseignant, l'entité matière. Donc vous voyez ici la représentation graphique des entités. Et on représente graphiquement une relation sous forme d'un ovale. Et à l'intérieur, on met le nom de la relation. Et on met des traits qui vont relier les deux entités. Alors, la relation, je peux dire que c'est un lien sémantique qui existe entre deux entités au plus. Donc, il est représenté sous forme d'un verbe, donc exprimé dans le discours. Passons maintenant à un autre concept qui est l'occurrence. Alors, qu'est-ce qu'une occurrence? Donc, une entité est un objet qui existe, par exemple, enseignant, élève, et matière. Donc, une occurrence, c'est quoi? C'est un cas ou un exemple dans le modèle réel. Alors, par exemple, soit l'entité enseignant. Alors, on a des exemples d'occurrence de l'enseignant. Donc, d'abord, un enseignant est caractérisé par les propriétés suivantes. Le nom, le numéro de l'enseignant, le nom de l'enseignant, le prénom et l'adresse. Alors ici, vous remarquez que l'enseignant, il est souligné, numéro de l'enseignant, il est souligné et en gras parce que c'est un identifiant pour le distinguer des autres propriétés. Donc dans la partie à droite, vous voyez ici des exemples de l'enseignant. Alors on trouve par exemple l'enseignant 001 qui s'appelle Ali Mohamed et on a l'enseignant 002 Ahmed Chafri, etc. Alors ces exemples d'entités, c'est ce qu'on appelle l'occurrence, les occurrences, voilà. Alors, passons maintenant à un autre concept qui est la cardinalité ou bien les cardinalités. Alors, la cardinalité, c'est quoi? Donc, la cardinalité exprime le nombre de fois de participation d'une occurrence d'une entité dans une relation. Donc, pour comprendre mieux, soit l'exemple suivant. Donc, on a un modèle conceptuel des données qui est constitué de deux entités, enseignant et matière, avec la relation enseigné.
Alors, maintenant, on doit trouver les cardinalités. Donc, les cardinalités, comme vous voyez ici, sont mentionnées donc entre l'entité et la relation. Donc, on a deux cardinalités. Une, donc, entre enseignant et la relation enseignée, et une autre cardinalité entre matière et enseigné. Et les cardinalités sont exprimées par deux valeurs, qu'on voit ici, sont séparées par virgule. Il y a ce qu'on appelle la cardinalité minimale et la cardinalité maximale. Alors, comment faire pour déterminer les cardinalités, c'est-à-dire la cardinalité minimale et la cardinalité maximale? Alors, pour identifier les cardinalités, on va prendre les occurrences, par exemple, on va prendre le cas de l'enseignant. Alors, on veut déterminer les cardinalités de l'enseignant. Alors, on va prendre les occurrences de enseignant. Donc, on a ici trois cas. Donc, on a 001, c'est Ali, 002, Ahmed, et 002, c'est Suède. Alors, et on a les occurrences de la matière, on a deux matières, on a français et on a mathématiques. Alors, on va déterminer à partir de l'enseignant 001, il participe, il va enseigner combien de matières. Alors, on remarque que l'enseignant 001, Ali Mohamed, il enseigne la matière 120 français. On remarque aussi que l'enseignant 002, Ahmed Chafri, enseigne la matière mathématiques. Et on a l'enseignante Suède enseigne la matière 120 français. Alors, on remarque que Ali et Suède, donc les deux enseignent le français et Chafri enseigne le mathématique. Alors, on remarque que la cardinalité minimale, ça veut dire que un enseignant, il enseigne combien de matières au minimum? Donc, il va enseigner au maximum une seule matière. Donc, on va remarquer que de chaque occurrence de l'enseignant sort toujours une seule patte, c'est-à-dire un seul trait. D'accord? Donc, un enseignant enseigne une seule matière au minimum. Et combien de matières au maximum? Toujours, il enseigne une seule matière. C'est pour ça, donc, on note dans la cardinalité 1,1. Alors, le premier 1, ça veut dire un enseignant enseigne au minimum combien? Donc, nous avons dit c'est 1. Et la deuxième valeur après le virgule, c'est le maximum. C'est-à-dire un enseignant enseigne au maximum combien de matières? Toujours c'est 1. Partons maintenant à la cardinalité côté matière. Alors, on prend la matière français. Alors, comme vous remarquez, il est enseigné par Ali Mohamed. Il est enseigné aussi par Suède. On remarque que la matière français ici est enseignée par 2. Il peut être enseigné par 3 et par 4 enseignants. C'est possible. Alors, c'est pour ça, vous remarquez que dans la cardinalité maximale, on a noté n, c'est-à-dire pour dire plusieurs. Au lieu de dire 3, au lieu de dire 4, on va mettre n. C'est-à-dire, on va dire qu'une matière, je raisonne pour une matière, est enseignée par combien d'enseignants au maximum? Par plusieurs. Et aussi, je peux trouver une matière qui peut être enseignée par un seul enseignant. Alors, ça aussi concerne la cardinalité. Alors, pour l'instant, donc, nous allons passer à un autre point qui est comment faire pour élaborer un modèle conceptuel des données. Donc, nous avons notre exemple, nous avons les informations suivantes. Le nom de l'enseignant, le prénom, l'adresse, le nom de l'élève, le prénom de l'élève, le nom de la matière, le coefficient de la matière et le numéro de classe. Alors, la question maintenant, c'est que à partir de ces informations, donc, il faut élaborer le modèle conceptuel des données. Et première question donc que vous allez poser, c'est quelles sont les entités qu'on peut extraire à partir de ces informations-là. Et à partir de ces informations propriétés, on peut dégager les entités suivantes ou bien les objets qu'on peut détecter qui sont enseignants, élèves, matière et classe. C'est ce qu'on peut dire comme entité. Alors, donc, soit notre modèle conceptuel des données, donc à partir des informations, nous avons élaboré notre modèle conceptuel des données et nous lisons notre modèle conceptuel des données de la façon suivante. Alors, je dis un enseignant enseigne une seule matière. Donc, nous avons déterminé la cardinalité ici 1,1. Donc, un enseignant enseigne une matière. Une matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Donc, ça, c'est clair. Un enseignant enseigne
A ou plusieurs classes. Donc, ça, ce que vous remarquez, 1,n, un enseignant, il est là pour enseigner à une classe et peut enseigner à plusieurs classes. Donc, une classe aussi peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants. Alors, une classe a plusieurs élèves, dans le cas de élèves, et un élève étudie dans une et une seule classe. C'est ce que vous voyez, noté par la cardinalité 1,1. Alors, une classe peut avoir une ou plusieurs matières, donc 1,1, et une matière est enseignée donc à plusieurs classes 1,1. Donc, comme vous remarquez, c'est que à partir des informations, donc on doit détecter les entités et ensuite on doit identifier les relations, déterminer les cardinalités. Alors, comment faire pour identifier les entités et les associations? Alors, identifier les entités, donc pour identifier une entité, vous essayez de grouper de façon homogène les informations qu'on appelle propriétés, de telle façon que ces informations regroupées constituent donc ce qu'on appelle les propriétés de l'entité. Alors, ou à partir du discours, c'est-à-dire des phrases formulées, ou bien que vous avez écoutées, donc vous essayez de dégager les objets faisant partie du monde réel. Alors, en ce qui concerne les relations, donc la meilleure façon d'identifier les relations est de les dégager à partir des discours. Généralement, ce sont les verbes qui constituent les relations. Alors, soit l'exemple suivant. Donc, on a ici le client SBS. Donc, ça, c'est par exemple, c'est un texte. On a le client SBS, donc c'est le nom du client, qui a fait la commande 001. Cette commande contient les produits suivants. Alors, quels sont les produits de cette commande? Ordinateur portable, imprimante. C'est un exemple. Alors, le fournisseur Disway fournit les produits, donc ordinateur portable et PC de bureau. Alors, à partir de ces informations, on va essayer de créer ce qu'on appelle le modèle conceptuel des données. Donc, à partir de ce discours-là, ou bien de ce texte, on détecte les entités suivantes. Client, commande, et d'ailleurs, vous remarquez que le client, SBS, quoi, a fait, donc le verbe a fait, quoi, une commande. Donc ici, vous remarquez, il y a l'entité client, l'entité commande, et on a établi une relation faire entre ces deux entités. Alors ensuite, nous avons la phrase « Cette commande contient les produits ». Donc on a deux entités, commande et produit, et on a la relation contenir. Donc commande contient produit. Ensuite, nous avons le fournisseur Disway, c'est un nom, c'est une occurrence, fournit les produits. On a l'entité fournisseur et on a l'entité produit. On a la relation entre les deux, c'est fournir. Et ainsi, on a le modèle conceptuel des données. C'est client fait. Alors, je suis en train de lire le modèle conceptuel des données. Donc, client fait commande. Commande contient des produits et les produits fournis par un fournisseur. Bien sûr, ici, ce qui manque, c'est les cardinalités. Mais l'objectif ici, c'est juste de comment faire pour identifier les entités et les associations. Passons maintenant à un concept très important dans le modèle conceptuel des données, dans les bases de données de façon générale, ce qu'on appelle les dépendances fonctionnelles. Alors, qu'est-ce que les dépendances fonctionnelles? Donc, les dépendances fonctionnelles expriment les relations entre les propriétés. Donc, nous disons qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre deux propriétés, P1 et P2, si pour une valeur de P1, il doit y avoir une seule valeur de P2. Et on note donc P1 flèche P2 et on lit P1 détermine P2, ou bien P2 plutôt dépend fonctionnellement de P1. Alors, pour comprendre mieux les dépendances fonctionnelles, alors nous disposons des informations suivantes. Alors, on a le numéro de l'enseignant,
le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant, numéro de la matière, le nom de la matière, le numéro de l'élève et numéro de classe. Alors, on va essayer de déterminer les dépendances fonctionnelles entre ces différentes propriétés. Alors, on dit que numéro enseignant détermine le nom de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre le numéro de l'enseignant et le nom de l'enseignant. Alors, pour que cette dépendance soit correcte, il faut que pour une seule valeur de numéro de l'enseignant, il faut qu'il y ait toujours une seule valeur de nom de l'enseignant. Et ça, c'est correct, parce que nous avons dit que le numéro de l'enseignant, c'est un identifiant, et il détermine de façon unique un seul enseignant. C'est-à-dire toujours pour un seul numéro de l'enseignant, il y a toujours un seul nom de l'enseignant. Même chose pour le numéro de l'enseignant. Le numéro, il y a combien de prénoms? Pour un seul numéro, il y a toujours un seul prénom. C'est une dépendance qui est correcte. Alors, je prends le cas de numéro de l'enseignant détermine le numéro de la matière. Est-ce que c'est une dépendance fonctionnelle qui est correcte? Oui, il est correct. Pourquoi? Parce que pour un seul enseignant, c'est-à-dire qui est identifié par son numéro, il y a toujours combien de matières? Toujours, il y a une seule matière. On est dans un cas de lycée. Alors, le numéro de la matière, est-ce qu'il détermine le nom de la matière? Oui, pour un seul numéro, il y a un seul numéro, nom de matière. Alors, pour le cas de l'élève, est-ce que le numéro de l'élève détermine le numéro de classe? C'est-à-dire, pour un seul numéro d'élève, il y a combien de classes? Donc, toujours, un élève appartient toujours à une classe. Alors, passons maintenant à d'autres dépendances et on va poser la question, est-ce que ces dépendances fonctionnelles sont correctes? Est-ce que le nom de l'enseignant détermine le numéro de l'enseignant? Ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que je peux avoir deux enseignants qui ont le même nom, mais chacun a son propre numéro. Donc, pour un seul nom, il peut y avoir plusieurs numéros, ce qui veut dire que ce n'est pas correct. La deuxième dépendance fonctionnelle. Est-ce que le numéro de l'enseignant détermine le numéro de classe? C'est-à-dire, pour une seule valeur, vous prenez une valeur d'un numéro de l'enseignant, est-ce qu'il va y avoir une seule valeur de numéro de classe? Non. Un enseignant qui a le numéro 001 peut enseigner à la classe C1, peut enseigner à la classe C2, peut enseigner à la classe C3, indépendamment de la matière. Passons maintenant à la troisième dépendance fonctionnelle. Numéro de classe, est-ce qu'il détermine le numéro de l'enseignant? Non, parce que pour une classe, il va y avoir plusieurs enseignants. Dans une classe, pour le cas de la dernière dépendance fonctionnelle, pour une classe, il y a combien d'élèves? Il y a plusieurs. Ce qui veut dire pour un seul numéro de classe, il y a plusieurs. Ce qui veut dire que toutes ces dépendances fonctionnelles ne sont pas correctes. Alors, parmi les rôles importants des dépendances fonctionnelles est qu'elles permettent de placer les propriétés dans les entités et dans les relations. Vous trouvez du mal à placer les propriétés dans les entités. Dans ce cas-là, les dépendances fonctionnelles nous aident beaucoup pour mettre les entités soit dans les entités, soit dans les relations ou bien associations. Alors, une règle, il faut jamais oublier ça. Toutes les propriétés d'une entité doivent dépendre fonctionnellement de l'identifiant. Vous avez l'exemple ici, enseignant. Donc, on a le code enseignant, c'est la clé, c'est l'identifiant. Et alors, le code enseignant détermine le nom de l'enseignant, détermine le prénom de l'enseignant, détermine l'adresse de l'enseignant. Ce qui veut dire toutes les propriétés de l'enseignant doivent dépendre fonctionnellement de l'identifiant qui est ici le code enseignant. Posons la question, est-ce qu'une relation peut avoir des propriétés? Donc, une relation possède une propriété si cette propriété, la propriété qu'on va mettre dans la relation, dépend fonctionnellement des identifiants des entités participant à la relation. Ici, vous avez un exemple d'une relation dans laquelle on a mis une propriété, qui s'appelle ici propriété. Alors, on met une propriété dans la relation c'est que lorsque cette propriété dépend fonctionnellement
des deux entités, des deux identifiants. C'est-à-dire, il dépend de l'identifiant de l'entité 1, c'est id1, et l'identifiant id2 de l'entité 2. Alors, pour comprendre est-ce qu'une relation peut avoir des propriétés, alors on a les informations suivantes. Donc, on a le numéro de l'enseignant, le nom de l'enseignant, le numéro de la matière, le nom de la matière, le coefficient et le numéro de la classe. Alors, on a ici une nouvelle information complémentaire qui dit que le coefficient de la matière change en fonction de la classe et de la matière. C'est une information très importante. Donc, à partir de ces informations, on va essayer d'élaborer les dépendances fonctionnelles. Alors, le numéro de l'enseignant détermine le nom de l'enseignant, le numéro de l'enseignant détermine le numéro de la matière, le numéro de la matière détermine le nom de la matière. Pour le cas de coefficient, ici, vous remarquez, j'ai mis le numéro de la matière et le numéro de classe déterminent le coefficient. Donc, vous remarquez que le coefficient dépend de deux propriétés, numéro de la matière et numéro de classe. Alors, pourquoi j'ai déterminé cette dépendance? C'est à partir de cette information complémentaire qui dit que le coefficient dépend de la matière. Donc, le coefficient de la matière, change en fonction de la classe et de la matière. C'est-à-dire, est-ce que le numéro de la matière détermine le coefficient? Non. C'est-à-dire, il se peut que le français pour une classe a le coefficient 3, pour une autre classe a le coefficient 2. Même chose, donc une classe, il a plusieurs matières, ce qui veut dire que le numéro de la classe ne détermine pas le coefficient, parce pour une classe, on a plusieurs matières. Donc, on a cette dépendance fonctionnelle qui est le numéro de la matière et le numéro de classe qui détermine le coefficient. Alors, ainsi, on peut représenter graphiquement, donc voici notre modèle conceptuel des données. Nous avons enseignant, enseigne matière, nous avons enseignant, enseigne classe, et nous avons mis une relation entre matière et classe, comme vous remarquez, qui s'appelle avoir, et nous avons mis la propriété coefficient entre les deux entités. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le coefficient dépend du numéro de la classe et du numéro de la matière. L'entité date. Alors, parfois, on est obligé de créer une entité qui s'appelle date. Alors, prenons l'exemple. Donc, soit l'information suivante. Un enseignant enseigne une matière pour une classe dans une date. Donc, je reprends. Un enseignant enseigne une matière pour une classe dans une date. Alors, comment faire pour représenter graphiquement ou bien comment faire pour créer notre modèle conceptuel des données? Donc, soit les dépendances fonctionnelles suivantes. Donc, le numéro de l'enseignant détermine la date de cours, c'est une date de cours. Donc, je prends le cas, est-ce que le numéro de l'enseignant détermine la date de cours? Non, parce qu'un enseignant, il peut avoir plusieurs cours, ce qui veut dire qu'il peut avoir plusieurs dates. Le numéro de la matière, est-ce qu'il détermine la date de cours? Non, parce que pour une matière, il peut y avoir plusieurs dates. Même chose pour le numéro de la classe. Est-ce que le numéro de la classe détermine la date de cours? Non, pour une classe, il y a plusieurs dates de cours. Alors, dans ce cas-là, je prends les trois identifiants. Numéro de l'enseignant. Alors, pour un enseignant, une matière, une classe. Donc, un enseignant, il peut enseigner une matière pour une classe dans une date. Il peut enseigner la même matière pour la même classe dans une autre date. Ce qui veut dire que toutes ces dépendances ne sont pas correctes. À partir de ces dépendances, je remarque que la date cours, est-ce que je peux le mettre dans l'entité enseignant? Vous pouvez le mettre dans l'entité enseignant si le numéro de l'enseignant détermine la date. Et dans ce cas-là, nous avons dit que le numéro de l'enseignant ne détermine pas la date. Ce qui veut dire que date cours ne trouve pas place dans l'entité enseignant. Est-ce qu'on peut mettre la date dans la matière? Non. Parce que, est-ce que le numéro de la matière détermine la date? Non. Pour une matière, il peut y avoir plusieurs dates de cours. Est-ce qu'on peut mettre la date dans la classe? Non. Parce que le numéro de la classe ne détermine pas la date. N'oubliez pas, j'ai dit que pour mettre une propriété dans une entité, il faut obligatoirement, toutes les propriétés doivent dépendre obligatoirement de l'identifiant.
Alors, puisque la date, on ne peut pas le mettre dans l'entité enseignant, on ne peut pas le mettre dans l'entité matière, on ne peut pas le mettre dans l'entité classe. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'association enseignée? Alors, on peut le mettre dans l'entité enseignée, plutôt dans la relation enseignée, dans ce cas-là. C'est que numéro de l'enseignant, numéro de la matière et numéro de classe doivent déterminer la date. Et nous avons dit que cette dépendance-là n'est pas correcte. Ce qui veut dire que la date ici ne trouve place dans aucune entité. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer une nouvelle entité qui s'appelle date. Et dans ce cas-là, nous sommes devant une situation où notre relation a ce qu'on appelle fait participer à 4 entités. Alors là, je vais citer un concept qui s'appelle dimension d'une relation ou bien d'une association. Alors, qu'est-ce que la dimension? La dimension, c'est le nombre de participation des entités dans une relation. Ici, nous avons la dimension 4. Pourquoi 4? Parce que 4 entités participent à la relation enseignée. Alors, je reviens ici à notre entité date. Donc, nous avons ici ajouté l'entité date. Pourquoi? Parce que vous remarquez, nous avons une propriété de date, mais nous n'arrivons pas à le mettre soit dans des entités, soit dans la relation. Et on lit notre modèle conceptuel de données. Enseignant enseigne une matière pour une classe dans une date. Alors, passons maintenant à un point très important et à la dernière étape de notre processus de conception de base de données. Donc, voilà, vous avez établi votre modèle conceptuel de données et maintenant, il reste une dernière étape, c'est de convertir votre modèle conceptuel des données, qui est une représentation graphique, en ce qu'on appelle un modèle relationnel. Le modèle relationnel, c'est notre future base de données. Alors, dans le modèle relationnel, on utilise aussi de nouveaux concepts. Nous avons dit que dans le modèle conceptuel des données, nous avons des concepts, et dans le modèle relationnel, nous avons de nouveaux concepts. Alors, nous avons le premier concept, c'est ce qu'on dit relation ou table. Alors ici, le terme relation, ça n'a rien à voir avec relation du MCD. La relation du MCD veut dire l'association. Alors ici, on parle soit de relation, soit on dit table. On parle de clé principale, on dit aussi clé étrangère, et on a le champ et attribut, et on a un autre concept qui est enregistrement ou bien tuple. Ça, c'est des concepts qui sont utilisés dans le modèle relationnel ou bien dans notre future base de données. Alors, pour convertir votre modèle conceptuel de données en base de données ou bien en modèle relationnel, il suffit de suivre les règles suivantes. Alors, la première règle, donc la règle 1, qu'est-ce qu'il dit? Chaque entité devient une table ou bien une relation. Donc, toute entité devient une table ou une relation, sauf l'entité date. L'identifiant devient ce qu'on appelle la clé principale et la propriété devient ce qu'on appelle champ ou attribut. D'une autre façon, dans le modèle relationnel, dans les bases de données, on ne dit pas entité, mais on dit table ou relation. Dans le modèle relationnel, on ne dit pas identifiant, mais on dit clé. Et dans le modèle relationnel, on ne dit pas propriété, mais on dit champ. Ça, c'est la règle 1. Alors, la règle 2, vous avez une relation, donc ou bien une association, là je parle du cas du modèle conceptuel des données, vous êtes devant une relation ou association binaire. Alors, ça veut dire quoi binaire? Une relation qui fait participer deux entités. Et la relation a les cardinalités suivantes. Étoile n et étoile 1. Ici, j'ai mis étoile pour dire soit 0, soit 1. Voilà. Alors, vous êtes devant un cas où on a une relation binaire avec les cardinalités étoile 1, étoile 1. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, la règle, qu'est-ce qu'il dit? Donc, les deux entités deviennent des tables. Donc, nous avons déjà dit ça. Alors, l'identifiant de l'entité étoile, virgule n, donc je dis l'identifiant de l'entité côté étoile, virgule n, sera dupliqué en tant que clé étrangère
dans la table issue de l'entité 1,1. Et l'association va disparaître. Vous n'avez pas encore compris? On va prendre l'exemple pour comprendre mieux. Alors, nous avons ici une relation binaire, une relation qui fait participer deux entités qui s'appellent enseigné. Nous avons les deux entités enseignant et matière. Alors, les deux entités vont devenir des tables, qu'on va remarquer. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons dit dans la règle 2, c'est que l'identifiant de l'entité étoile, virgule, n. Alors, ici, je parle de l'entité matière. Là, on a 1, virgule, n. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, l'identifiant C, numéro de la matière, qu'est-ce qui se passe? Sera dupliqué et sera copié où? Dans la table enseignant que vous remarquez ici. Donc, dans la table enseignant, bien dans la relation enseignant, vous trouvez le numéro de l'enseignant, c'est la clé, elle est toujours en gras, c'est la clé. Le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant, et on va ajouter le numéro de la matière qui est une clé dans la table matière, mais dans la table enseignant, on l'appelle pas clé primaire, mais il s'appelle clé étrangère. C'est quoi une clé étrangère? Une clé étrangère, c'est une clé dans une autre table, une clé primaire dans une autre table. Ça, c'est la règle 2. Alors maintenant, nous allons passer à la règle 3. La règle 3, vous avez un cas, une association binaire, toujours entre deux entités, mais dans ce cas-là, avec les cardinalités étoile n, étoile n. Donc, étoile peut être 0 ou 1. Il n'y a pas de problème ici, dans tous les cas. Étoile, soit 0, soit 1. Alors ici, toujours, les deux entités deviennent deux tables. L'association relation, dans ce cas-là, devient une nouvelle table. La clé de cette table, qui provient de l'association, donc quelle est sa clé, sera composée de quoi? Des deux clés, des deux tables qui participent à la relation. Donc, si l'association a des propriétés, donc ces propriétés vont devenir des champs de cette nouvelle table. Prenons l'exemple suivant. Entre matière et classe. Alors, vous remarquez qu'on a ici les cardinalités 1,n. Donc, l'association s'appelle avoir et on a une autre propriété qui s'appelle coefficient de la matière. Alors, pour la conversion, matière devient une table, classe devient une table classe et l'association devient notre table matière classe. Et quelle est la clé de cette nouvelle table? Donc, soit c'est code matière, ou bien je vais dire, je préfère ici c'est numéro de la matière, numéro de classe, c'est la clé. Donc ici, il y a une seule clé qui est composée de deux propriétés. On ne dit pas qu'on a ici deux clés. On a une seule clé qui est composée de deux propriétés qui sont le numéro de la matière et le numéro de classe. Et on a ajouté la propriété coefficient de la matière en tant que simple attribut, ou bien en tant que simple champ dans la table classe matière. La règle 3 dit que on a une relation ou association qui n'est pas binaire, c'est-à-dire plus que binaire, c'est-à-dire 3 ou 4 entités. Alors dans ce cas-là, toutes les entités deviennent des tables et la relation association devient une nouvelle table et la clé de cette table-là est la composition de tous les identifiants des entités participant à la relation. Et voici un exemple. Alors nous avons ici enseignant, classe, matière. Nous avons ici trois entités qui participent à la relation enseigné, c'est un exemple. Et nous avons dit que toutes les entités vont devenir des tables. Donc on a trois tables. En plus, la relation enseigné va devenir une nouvelle table. Et c'est quoi la clé de cette nouvelle table? C'est la composition des trois clés. Donc nous aurons la table enseignant matière classe avec la clé qui est composée de numéro enseignant, numéro matière et numéro de classe. Donc, voici un cours intensif et rapide de la conception de base de données. Donc, depuis la conception d'une base de données jusqu'à la conversion de la base de données. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser une question, bien un commentaire. Je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt.